Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette troisième partie des FAQ. Bonsoir, il y a déjà un petit peu de monde, c'est rassurant. On va commencer peut-être sur quelques premières questions qui m'ont été balancées sur le Facebook. Alors attendez que je récupère ça. On va commencer par des questions de Luc Aubry. Je suis sûr que tu les attends, ces réponses à tes questions. Parce que oui, on va commencer directement sur les questions, donc n'hésitez pas à commencer à en poser sur le chat. Vu que cela revient souvent dans n'importe quel film, est-ce finalement un défaut d'avoir des personnages fonction? Oh, tous les personnages sont un petit peu fonction. Je ne prétends pas être un crack en scénario pour te dire à quel point on peut les montrer en tant que fonction. Ils sont tous fonctions, donc c'est pas vraiment un défaut. Après, bien sûr, il y a des réalisateurs qui savent cacher cette fonction. Mais ils ont tous une fonction, sinon ils seraient pas là. Ou alors ce sont des types de scénarios qui se foutent de conventions et donc tu as des personnages qui sont là, qui n'ont pas de fonction, mais ils sont là. Bon, ça ce sont des scénarios qui sont un petit peu typés, un petit peu particuliers, qui échappent aux règles. Si tu parles de personnages fonctions, c'est que tu parles aussi de scénarios qui sont calibrés d'une certaine façon, selon des méthodes. Donc dans ce cas-là, tu as forcément des personnages fonctions. Après... n'importe qui, moi ou les spécialistes ne repèrent pas forcément les fonctions des personnages dans un premier temps. Ça vient par la suite, ne serait-ce que des fonctions globales, protagoniste, antagoniste, adjuvant, opposant, voilà ce genre de termes, mais après ça va des fois dans des profondeurs de déclinaison et de définition. Moi je ne sais pas du tout, donc c'est pas un défaut parce qu'il y en a partout, j'ai envie de dire. Si tu as des exemples de films qui n'ont pas de personnage fonction, je te prierai de manifester le dit film. Alors bien sûr, ça les films, si tu sors Koyaanisqatsi, bah oui, il n'y a même pas de personnage dans Koyaanisqatsi, donc oui, c'est sûr, il n'y a pas de personnage fonction. Non mais je veux dire, voilà, si tu parles de personnage fonction, on parle d'une structure classique, voilà. Enfin, pour moi, oui, donc c'est pas vraiment un défaut. Après, c'est dommage que des fois, ça soit peut-être un petit peu trop... Mais encore une fois, ça se voit trop parce que tu as un bagage derrière toi qui te fait enlever les voiles. Alors que quelqu'un qui n'a pas vu beaucoup de films, il dit « Oh, ce personnage, il est trop bien !» Et toi, tu diras à côté « Personnage fonction !» Voilà, c'est parce que tu as vu trop de films, en fait, pour voir celui-ci où tu dévoiles les rouages derrière. Donc après, il s'agit justement de garder un peu d'innocence quand tu vois un film comme ça. Les fonctions des personnages ne te sautent pas à la gueule, quoi. Donc, voilà. Et pour ta deuxième question, comment doit être géré l'humour d'un film? Ça tombe bien, vu que tu as récemment parlé du bon, la brute et le cinglé. Alors là, c'est complètement en fonction de chacun. Il y en a qui sont beaucoup plus dans de l'humour, on va dire de dialogue. Il y en a qui sont dans un gestuel Buster Keaton, Chaplin et tout ça. Ça dépend complètement de l'humour de chacun, des références, de l'éducation. Donc là, je sais pas. Je crois honnêtement que ce serait pas très correct de ma part de dire comment il faut gérer l'humour. Parce que moi, je suis le garant de l'humour. Je suis certainement pas le garant de l'humour. Et encore moins de l'humour qu'on fait maintenant. Donc vas-y pour avoir une réponse claire. Enfin non, pour donner des conseils, quoi. Moi, je suis pas là pour donner des conseils sur de l'humour. Enfin, honnêtement, je trouve que ce serait déplacé de ma part de le faire. Et puis moi, j'ai pas mis en scène tant de trucs d'humour que ça. Donc j'en ai fait un tout petit peu dans mes courts-métrages, mais c'est très... Ça remonte il y a plusieurs années quand je faisais Mais bref, mais ça dépend tellement de registres, de quand il faut le faire. Enfin, il faut pas juxtaposer des trucs jusqu'à ce que ça en devienne grossier. Il faut créer une hiérarchie dans ton humour, je pense. Là, j'ai terminé, mais il y a 10 minutes. J'ai terminé il y a 10 minutes Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg, et il y a des moments d'humour qui sont absolument marrants, mais vraiment marrants comme tout, mais parce que Spielberg sait parfaitement gérer la dramatisation et la dédramatisation au sein d'une même scène, et c'est mettre en pic, je pense, des idées d'humour. Par exemple, à un moment, il y a le grand géant qui est invité dans le palace de la reine. Et donc il arrive comme ça, on le met à table. Alors c'est une table un peu
bricolé pour le coup. Et donc, il y a un des majordomes qui lui demande Your cape, sir. Alors voilà, il balance son espèce de grosse cape, mais gigantesque, parce que lui, c'est un géant. Et après, on voit une espèce de cape se déplacer dans le couloir, mais on voit même pas le majordome, parce que la cape le recouvre. Voilà, ça, c'est un truc qui fait marrer. C'est un petit élément, mais qui mis en pique sur toute une scène qui est un petit peu drôle, parce qu'on a le géant voilà, qui est installé dans un environnement qui n'est pas pour lui, et donc on lui sert le petit déjeuner. Alors c'est toujours des proportions gigantesques pour lui. Alors on lui sert le thé ou le café dans une espèce d'arrosoir. Enfin voilà, il y a plein de bonnes idées. Après j'ai peur que ça vieillisse trop cette affaire, parce qu'il y a déjà des trucs qui ont pas mal vieilli. Le géant est super bien fait. Et oui, il y a vraiment du bon humour, et on retrouve totalement la patte de Spielberg, hein. Ceux qui ont vu Hook, la revanche du Capitaine Crochet, ça, vous verrez plein de références à Hook. Tout ce qui est film féerique, alors c'est pas forcément ce qu'il avait fait ces derniers temps, avec des films là, Lincoln, les films de guerre, tout ça. Là c'est vraiment très féerique, ça fait beaucoup de bien. Oui, Anthony, le gigantisme était assez génialement fait. Il y a un moment où il est dans le jardin de Buckingham Palace, et il arrive comme ça, et il y a son pied qui se met à plat sur le gravier, et je me suis dit, oh là là, ça c'est tellement Jurassic Park. Et puis le film est d'une douceur, il enrobe le spectateur dans un environnement sécuritaire, que quoi qu'il se passe, tu sais très bien que Spielberg ne va pas te faire coup fourré. Je veux dire, quand la petite fille est sur le balcon de la reine, tu sais très bien que ça va bien se passer, parce que c'est Spielberg qui fait le film. Donc il y a vraiment quelque chose chez Spielberg qui est très tendre envers le spectateur et envers les protagonistes de ces histoires, surtout de ces histoires féeriques. Et on va jamais être mal à l'aise, voire même on est mal à l'aise parce qu'on craint, parce qu'on a vu d'autres films où ça s'est mal passé, des situations entre les enfants et les adultes, ou des choses, par exemple, très bien, la petite fille, elle est sur le balcon, à un moment, elle demande au grand géant de sortir, des fourrés, de se montrer. Quelqu'un de salaud aurait fait fuir le géant, c'est-à-dire le géant serait reparti dans le monde des géants, et après la petite fille, elle se serait retrouvée avec la reine comme une conne, quoi. Mais non, Spielberg, il va vraiment montrer le géant, donc pour montrer que la petite fille avait raison et qu'elle peut prendre l'ascendant sur la reine. Et de même, on montre la reine comme quelqu'un de vachement accueillant. Elle fait le petit déjeuner, elle invite le géant à l'intérieur du palace. Ça c'est une ouverture envers la différence et envers l'étranger, mais que les politiques devraient suivre, quoi. C'est un magnifique exemple d'humanité, d'optimisme. Le bon gros géant, vraiment tout ce qui est à partir du moment où le géant fabrique le rêve pour la reine, alors là, à partir de ce moment-là, j'ai vachement kiffé. Avant, c'était un petit peu dur, parce qu'on savait pas trop où on allait, et puis là, à un moment, ça s'est décidé, et j'ai vachement kiffé. Donc du coup, là, j'ai pris un exemple sur Big Friendly Giant pour l'humour, mais enfin, je pourrais te parler de scènes d'humour qui m'ont fait marrer, mais ça n'engage que moi. Je veux dire, là, c'est difficile d'avoir quelque chose de... Enfin, je pense que tu voulais une réponse générale, mais c'est difficile d'être général quand il s'agit d'un truc qui parle directement à l'émotion. L'émotion, l'humour, enfin, on est censé rire, donc vraiment témoigner de l'intérêt personnel vis-à-vis d'un gag. Donc là, c'est vraiment en fonction de chacun. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des trucs, tu es froid comme la glace devant... Justement, c'est pour ça que moi je déteste aller dans une salle où il y a plein de monde. C'est qu'il y a plein de monde qui se marre, et toi, t'as pas du tout envie de te marrer devant le truc, donc tu te sens complètement en décalage, et ça te fout le malaise pendant que les autres autour de toi rigolent comme des bêtas, et des fois ça te fait sortir carrément d'un film. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et en plus pour des films qui étaient vachement bien, où il y avait de la tension et tout ça, et t'as tout le monde qui rit, tu comprends même pas pourquoi, et du coup toi par la suite tu te rends compte en fait de la bizarrerie de la scène ou de l'événement. Alors qu'avant, tu n'y faisais pas attention. Et après, avec ce rire qui vient t'agresser dans ta bulle, eh bien, tu te dis, mais en fait, oui, c'est vrai que cette scène est un peu bizarre. Alors que si tu n'avais pas eu les rires avant, tu ne l'aurais pas remarqué. Voilà. Et tu aurais continué à être dans le film. Donc, ça, c'est aussi la réception publique par rapport à l'humour. Ça pose un problème. Donc, je peux pas... Pour les deux questions, je suis désolé, je peux pas répondre à ces questions-là parce que c'est...
je dirais que c'est hors de mes compétences et ce serait malvenu. Voilà, plus simplement. Sinon, ça fait vraiment le donneur de leçons. Enfin, vous voyez, les choses que je critique des fois dans les autres chaînes. Et moi, je me permettrais de faire ce que je critique pour les autres. Ah, non, ça va pas, ça. Donc, voilà, prends ça comme du défilement ou je sais pas quoi. Mais moi, je préfère te répondre honnêtement et pas commencer à faire le cacou. Alors, moi, je vais t'apprendre comment. Ça, c'est quand même gênant, quoi. C'est vachement gênant. Alors, ça m'en fait revenir à un truc, là, c'est que je vous avais fait, il y a quelque temps, un live où j'avais parlé de séries et de cinéma. Il se trouve que j'avais préparé ce live pour un débat qui devait être enregistré et monté, et il se trouve que ce débat sur la série et le cinéma, eh bien, il est sorti sur internet, sur YouTube. Alors, étant donné que je suis celui qui gère le chat, je pense que je vais pouvoir le mettre dans la conversation. Alors attendez, vous avez donc le lien du débat, ça dure 1 heure, c'est long. Je vous invite à aller voir ça. Après, personnellement, je vous inviterai pas à le regarder parce qu'il est un petit peu chiant et il y a beaucoup de hors-sujet. Et les 2 autres intervenants ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Après, Cyril, la réalisatrice, a fait ce qu'elle a pu pour réunir quelqu'un. C'est déjà compliqué de réunir des gens en week-end, hein, donc je lui laisse complètement ça. Mais bon, voilà, ça peut créer des petits problèmes quand on a quelqu'un qui est un pro-série, mais qui dit rien de plus amusant que ça. Donc ça fait brasser beaucoup de vent, et avec des hors-sujets, bien sûr, sur les super-héros, on n'a pas pu s'en empêcher. Enfin, ils n'ont pas pu s'en empêcher. Donc bon, ça donne un débat qui est plutôt sympa. Après, voilà, certains qui veulent absolument voir ma gueule, bah, vous pourrez regarder ma gueule avec ce lien. Mais je trouve que le débat a été un petit peu endommagé. C'est dommage. C'est pas très grave, bien sûr. Et c'est toujours bien voilà, pour Cyril, c'était une première expérience de présentatrice et de réalisation d'un débat. C'est très sympa. Mais moi, personnellement, j'en retire pas grand-chose. Ne serait-ce que me rendre compte qu'il y a vraiment des gros aficionados de séries qui ne se laissent pas dire grand-chose. Donc voilà, pour moi, c'était pas forcément... ouais, bon, c'était pas forcément enrichissant. Non, je peux le formuler comme ça. Putain, la gueule des débats, toujours les mêmes. Ouais, c'est malheureusement, c'est un petit peu ça. On tourne un petit peu en rond. J'ai vu le débat sur série, j'ai trouvé que le mec qui était à côté de toi avec les cheveux longs était insupportable. Un monsieur, je sais tout. T'as eu le courage de rester avec lui. Non, mais le pire, c'est qu'après, on a beaucoup parlé et il me semblait quelqu'un de tout à fait bien. Mais je sais pas, le mec, je pense, et j'espère que ça m'arrivera jamais, mais j'ai peur que ça m'arrive. Enfin, là, c'est normal que je parle beaucoup parce que je suis en FAQ, je suis tout seul. Mais dans ce genre de débat, il faut savoir donner la parole aux autres, quoi. Et savoir synthétiser ces exemples. Parce que les mecs, ils prennent quand même 3 minutes pour donner juste un exemple. Et font au passage la promotion de la série dans laquelle il y a l'exemple. C'est vachement ouf. Alors autant, j'ai beaucoup aimé la façon dont Mathieu, donc l'avocat qui était à côté de moi, qui était plus âgé, parlait, parce qu'il avait une façon d'exprimer ses idées qui était... très respectueuse des miennes, et il s'exprimait sans être agressif ou toujours en formulant d'une façon qui me fasse pas, qui m'énerve pas, quoi. Quand il me répondait, voire même quand il prenait complètement le contre-pied, quoi. Mais alors, Cédric, moi je trouvais qu'il y avait un problème, quoi. Après, bon, j'allais dire jeune impétueux, il a le même âge que moi. Non, mais ça veut dire que là, il y a quand même un petit problème, quoi. Après, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui a l'habitude qu'on le laisse parler, quoi. Ce qui n'est pas... Mais après, c'est aussi, je veux dire, même si j'aime beaucoup Cyril, c'est aussi de sa faute de ne pas avoir un moment dit stop, maintenant laisse les autres parler, bordel. Ou alors synthétise, quoi. Parce que bien sûr, si on laisse couler le truc, à un moment, sur le temps de parole, il y en a un qui déborde, quoi. Je trouve ça dommage. Mais après, je trouve ça dommage. Oh là là, c'est qu'un premier essai, c'est qu'un pilote. Donc il y a toutes les possibilités de nous renouveler les gens qui vont venir. Peut-être que la prochaine fois, je ne serai pas là, il y aura d'autres personnes. Voilà, il y aura d'autres gens aussi qui viendront parler de phénomènes culturels dans ces débats. Enfin, j'espère que Cyril en fera d'autres, bien sûr. Mais ça sera tout le temps de se modifier. Donc ça, c'était un peu la batterie test, on va dire.
Ils ont modifié ta voix. Alors Adam, ce n'est pas ça, mais tu fais très bien. Tu as une bonne oreille parce que ça t'a choqué aussi. Adam, ils utilisent des micros HF. Alors attention, truc professionnel. Hein. Ils avaient le micro HF, ils avaient l'enregistreur, ils avaient un zoom, enfin ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais c'est comme du Randall, Adam. Le micro HF change le timbre de ta voix parce qu'il est posé en dessous. Il tape sur ton menton, sur ta gorge. Il tape pas devant toi. C'est-à-dire, moi, là, j'ai un zoom H2N. Il est devant moi. Donc, la réception que vous avez de ma voix est peut-être la plus juste par rapport, si je me mettais là, je pense que vous avez une légère différence. Voilà, parce que là, le micro est sous moi, sous ma tête. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Mais oui, bien sûr, ça crée un changement. Donc, moi, j'étais assez surpris que le HF fasse un tel changement. Je le voyais bien avec les critiques de Durandal. Donc, je me disais, bon, il va y avoir un petit changement comme ça. Je laisse le truc couler. Mais bon, tu vois quand même, pour les gens qui sont habitués, moi, j'entends ma voix depuis un sacré moment. Ça m'a un petit peu choqué. Hein. Après, c'est, je pense, la meilleure façon de procéder pour avoir le son clair quand même de quelqu'un quand il s'agit d'un débat où on est plusieurs. Donc voilà, je pense que c'était bien qu'il le fasse comme ça. Après, bien sûr, moi, ça m'a un petit peu choqué parce que j'utilise mon micro toujours de la même façon. Je n'ai pas de micro HF et au final, je crois que c'est très très bien que j'en ai pas quand je fais mes vidéos. Si vous deviez choisir un film d'animation tout label confondu, lequel serait votre numéro 1 ? Je n'en sais foutrement rien. Je me pose pas ces questions. Je me pose pas ces questions parce que ça crée une espèce de hiérarchie et ça sert à rien en fait de créer une hiérarchie. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je te réponde entre des films qui sont aboutis techniquement, des films qui me touchent directement, des films qui me parlent quand je suis enfant, des films qui me parlent quand je suis adulte. Enfin, c'est impossible. C'est impossible. Ou alors, si tu choisis un numéro 1, tu fais des compromis sur sur des réceptions qui te plaisent beaucoup. Je veux dire, moi, vous voyez, j'ai vu beaucoup de films quand j'étais petit. Il y a des films, je sais très bien qu'ils ne sont pas très intéressants techniquement, mais que j'aime beaucoup. Voilà, je peux pas mettre en numéro 1, de même que s'il y a des films techniquement qui sont magnifiques, mais je ne les aime pas vraiment. Donc, je peux pas, moi, c'est impossible. Est-ce qu'un acteur que tu n'aimes pas peut t'empêcher ? Non, mais ça, c'est pas... non, ça, c'est une abstraction totale, hein. Je peux pas te dire comme ça, Théo, mais oui, il y a des films que j'ai regardés, bon, je n'aimais pas spécialement l'acteur, ou... Ouais, mais c'est pas... J'ai pas de haine ou quoi envers un acteur, ou alors c'est du troll. Non, j'ai pas de problème avec les acteurs. S'il y a des acteurs, je peux pas saquer... vraiment que je peux pas saquer, absolument pas... Ouais, par exemple, je n'aime pas vraiment Eddie Redmayne, mais je l'ai bien aimé dans Les Animaux Fantastiques. Ouais, bon, après, c'est l'écriture de son rôle qui pose problème pour moi. Mais autrement, il joue bien, quoi. Voilà, mais après, il faut juste faire abstraction de ces petites rancœurs ou petites déceptions de films précédemment vus, et puis après, ça passe, quoi. Est-ce qu'il y a un film culte très apprécié que tu détestes ou que tu n'aimes pas du tout ? Il y en a des tas, mais ça sert à quoi de les citer ? Moi j'en pense toujours à un, mais parce que moi ça me fait pas du tout marrer, c'est Astérix Mission Cléopâtre. Ça c'est un exemple, pour moi j'aime bien citer ce truc parce que pour moi c'est clair que voilà, ce genre de film il est pas pour moi, quoi. L'humour n'est pas pour moi parce que j'ai pas été élevé avec cet humour là, donc je vois ça, je m'ennuie, je me fais chier. Voilà, t'es là, ok, d'accord. Bon, je préfère me mater le dessin animé dans ce cas-là. Même le dessin animé est plus marrant, je trouve. Pourtant, il n'y a pas des gags qui me feraient marrer encore, mais là, la chanson, là. Le pudding à l'arsenic. Voilà, bon, ça, rien que ça, c'est amusant, quoi, où tu vois les mecs qui sont en train de tourner en bourrique dans le labyrinthe de la pyramide. Voilà, ça me fait marrer, c'est cool, quoi. C'est sympa. Ou à un moment, je crois que je me souviens dans le dessin animé qui montre des énormes architectures qu'il a fait. Alors tout est de travers. Alors, ça c'est de moi, ça c'est moi. Ah, ça c'est chez moi. Et il y a Astérix qui dit j'aurais pas remarqué. Voilà, des trucs comme ça, mais c'est très sympa. Thomas Robert, mais aurais-tu même un avatar de Dustin Hoffman ? J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de plans du Bourgon géant qui rappelaient des plans de Hook. Il y avait une maquette de bateau.
quand il y a la petite fille qui rentre dans une chambre où on dirait il y avait un petit enfant avant, eh bien, tu as une maquette de bateau. Et je me disais, oh là là, Spielberg, il faut juste qu'il fasse un mouvement de caméra sur le côté. C'est peut-être la maquette de Hook. Alors, je crois pas que ce soit la maquette de Hook, mais ça ressemblait. Et là, je me suis dit, oh putain, le bateau, mais c'est Hook. C'est Hook. Et même quand tu vois les décors de l'habitat du géant, on dirait les décors de l'arbre des enfants perdus, l'arbre du mort ou l'arbre du pendu, je sais plus comment ça s'appelle, là où il y a justement les enfants perdus, avec les chaises et tout ça, cet environnement très végétal. Franchement, moi je retrouvais le décor de studio de Hook dans ce moment-là, donc oui, je trouve qu'il y a vraiment, et même il y a une ambiance féerique qui fait beaucoup penser à Hook. Tu es souvent sûr de tes goûts? Pas souvent, mais à force de faire des critiques, je me questionne sur mes goûts et j'arrive à savoir en tout cas ce que je ne vais pas apprécier. Ça, c'est à peu près sûr. Mais y a-t-il des films que tu as souvent détestés et avant de les réévaluer, inversement des films, oh mais ça va avec le temps, hein. C'est des films quand t'es petit tu comprends pas grand chose et quand t'es plus grand tu comprends plus de choses. De mecs que là, tu vois, j'ai vu Le Bon Gros Géant, je suis pas allé le voir au cinéma parce que j'avais de gros a priori sur la bande-annonce, je l'ai maté ce soir, en plus il était en très bonne qualité, j'ai adoré, voilà, donc c'est des a priori, voilà, qui en plus sont des a priori par rapport aux bandes-annonces, mais qui sont après déjoués parce que le mec il sait faire des films, tout simplement. Des films, enfin plus concrètement pour ta question, parce que là tu me demandes des exemples quand même de films où j'ai pu changer d'avis. Oh, ça peut être des vieux films, hein, qu'est-ce que je peux te donner comme avis, des films, oui, typiquement ce sont des films que j'ai plus appréciés quand je suis plus grand. Oh, j'en ai vu un en plus récemment, voyons. C'est pas le meilleur exemple, mais ça me vient en tête. Je me suis moins ennuyé en étant devant Ben-Hur de 59 que quand j'étais petit, où certains moments je m'ennuyais beaucoup. Là, j'étais beaucoup plus dans les émotions, vraiment pleinement. Après, il y a des films, ça fait mouche quand tu es petit et quand tu es grand, tu as de la nostalgie, mais il te reste plus que ça, quoi. Les vieux dessins animés. Lorsque j'étais petit, je ne cernais peut-être pas les grandes puissances émotionnelles du style amour, de couple et des choses comme ça. Ou en tout cas, j'étais pas passionné. Et finalement, quand il y avait des ruptures, des choses comme ça, je comprenais ce qui se passait, mais j'étais pas très touché. Maintenant, je pense que je le suis plus. Donc il y a des choses sur la romance qui me touchent beaucoup plus qu'à l'époque. Ça c'est sûr, je pense que je suis à peu près certain de ça. Après encore une fois là je j'ai pas d'exemple en tête, hein. C'est compliqué de convoquer directement sa cinéphilie. Après il y a aussi des films où quand tu les regardes en étant plus vieux, tu vois toute l'artificialité de l'idée et en fait tu t'ennuies peut-être un peu plus. Je pense au cinéma d'action. Voire même film que tu as tellement vu quand t'es petit, quand t'es adulte, tu l'as tellement en mémoire que ça sert à rien de le regarder. Ça c'est vrai. Pour quelques films d'action que j'ai vus et revus, par exemple le 5e élément, je l'ai tellement vu que ça sert à rien de le revoir, quoi. Ou alors il me faudra encore 10 ans pour que j'ai vraiment envie de le regarder, quoi. En entier, sans sauter des passages, quoi. As-tu vu le dernier Beats sur les top playlists? L'idée c'était qu'elle permettrait d'ordonner les films pour ceux qui en avaient vu beaucoup, pour donner un sens à leur cinéma. Les listes, certainement. Les tops, pas du tout. Je ne vois pas pourquoi les tops devraient donner de l'ordre dans mon cinéma. Des listes, très certainement. Des listes, moi c'est ce que je fais. Je veux dire, j'ordonne mes affiches de films dans des dossiers, ce qui reforme en quelque sorte des listes. Voilà, donc ça ce sont des listes, et je suis d'accord pour des listes, mais pour des tops je ne vois pas du tout l'intérêt, hein. Non, justement je me suis dit, c'est intéressant qu'il parle de ça, mais justement il parle de top comme ça au début, mais après il bifurque tout de suite sur l'idée de liste. Or pour moi un top n'est certainement pas une liste, c'est très différent. On parle toujours des mêmes réals sur YouTube. Ça commence à être chiant. Je suis d'accord Arnaud, mais quand il s'agit de parler avec des gens qui ne connaissent pas trop de réalisateurs, eh bien, on en revient à parler toujours d'un peu des mêmes réals, parce que ces gens ont vu leurs films.
Donc à moins que tu aies une entièreté de communauté qui parle avec d'autres noms de réalisateurs, eh bien n'importe qui parle un peu de cinéma sur sa chaîne est presque obligé de rester informé au final sur les grosses productions puantes et sur les réals que tout le monde rabâche. C'est au final pour pas se couper du public que moi je regarde des trucs Marvel et des trucs comme ça. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant de ne plus parler le langage du public. Il ne s'agit pas de se rabaisser, mais il s'agit juste de parler, de se mettre au niveau aussi de son public pour pouvoir, pour continuer à dialoguer avec eux, pour pas être un étranger, quoi. Culturellement parlant. Parce qu'il n'y a rien de plus pire que d'être un étranger culturellement parlant. Le mec, il est en train de te parler de... Moi, ça m'est arrivé, hein. Il est en train de te parler de réal tchéco-portugais. Et toi, t'es là et tu te dis, mais, moi, je comprends rien. Et le mec t'en fait presque le reproche. Toi, tu connais pas. Et toi, t'es là comme un con. C'est un truc qui m'est plus ou moins arrivé. Pas à ce point-là, mais où il y avait un léger décalage, tu vois. Et en fait, tu te rends compte qu'on ne parle pas la même langue et du coup, on peut pas parler. Et ça, c'est pas normal. Et bien sûr, lui, quand moi je lui parle de trucs, voilà, un peu plus populaire, un peu plus américain, alors là, le mec est complètement largué. Et ça, c'est vachement dommage. Donc, voilà, à un moment, il faut aussi parler le même langage, hein. Affaire de communication. C'est pour ça que je continue à regarder des films qui sortent, tous les gros blockbusters, je les ai vus, hein. Je continue aussi un peu de parler de gros films sur ma chaîne. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant à la longue, hein. Tu ressors les mêmes trucs. Au bout d'un moment, c'est saoulant, ouais. T'es écrasé, quoi. T'as l'impression que le cinéma est réduit à 4 clampins, quoi. De temps en temps, tu parles d'un autre réal et au fur et à mesure, c'est dans le temps que tu vas gagner, hein, Arnaud, quand tu parles de... C'est dans le temps, quand tu vas parler un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Après, tu es un gros machin blockbuster puant, comme ça, il y a tous les gens là. Et après, tu fais, oh tiens, tu fais 4000 vues. Ah ben, tiens, je m'y attendais pas, hein. Tu parles du prochain Avengers, oh, tu fais 4000 vues sur ta petite chaîne, tu dis, ah bah c'est cool, hein. Et après tu reviens, alors on va vous parler de Pedro Costa, réalisateur portugais qui a fait un film de 3 heures sur un mec coincé dans une chambre. Ça s'appelle En avant jeunesse, ça date je crois de 2009. Voilà, c'est ça en plus, En avant jeunesse, il me semble que c'était ça. Donc, et au fur et à mesure, tu gagneras un petit peu... les gens seront intéressés. Si en plus tes films que tu proposes sont pas connus et intéressants. C'est un petit peu dans un certain sens, hein, ce que fait In the Panda. C'est-à-dire qu'il fait de la critique d'actualité un peu putaclic. Hein. Oh là là, on va parler de machin truc. Putaclic. Sa dernière vidéo ne peut pas aller dans un autre sens que ça. Les 5 films cultes que vous ne connaissez peut-être pas, ou les 5 films cultes à voir. Si c'est pas putaclic, ça. Et après, dans son prochain Non-Movies, il va nous parler d'un film qu'on connaît absolument pas. Moi, le dernier, là, sur Alice, cette version Alice avec des Muppets, là, je ne connaissais pas du tout. Donc ça, c'est une belle découverte. Voilà. Donc il faut faire ça. Mais il faut essayer de trouver un équilibre qui ne te dévore pas sous le poids de toutes tes grosses productions fat, quoi. C'est un compromis qu'il faut faire si tu veux continuer à avancer en montant de vue et sans trop te compromettre. Bon, c'est des équilibres très délicats à faire, hein. Et puis il faut aussi que tu prennes un peu de plaisir. Moi, je vais vous parler de Vampire de Dreyer. Il y a des gens qui connaissent Vampire de Dreyer, mais moi je connaissais pas du tout la production autour du film, hein, ce qui se passait, la mauvaise réception critique du film. Je ne savais pas tout ça. Donc moi, j'ai lu un bouquin de Jacques Aumont sur le film, et après j'ai écrit des choses, j'ai été beaucoup nourri par ce livre, et dans la critique n'est même pas une critique du film, c'est plus une vidéo qui sera là pour vous rendre compte un peu de la production et de ce qui a été dit sur le film. Et même si le film il est connu, mais il est moins connu que Nosferatu. Je trouve que c'est plutôt bien de faire la promotion de ce film, que plutôt parler une énième fois de Nosferatu. Mais c'est une question importante, hein, Arnaud. Quand on fait des vidéos sur YouTube, traitant de cinéma, il faut se la poser, cette question. Il faut trouver le film dont on n'a pas encore parlé sur Internet. Et tu peux, voilà, des trucs pas mal. Par exemple, moi, j'ai vachement envie de parler de Dick Tracy.
de Warren Beatty. Les daubes mainstream, ça date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous, l'effaceur. Souriez, vous venez d'être effacé. Oh mais c'est sympa, c'était un film d'action, mais c'était encore une fois, je pense, un peu le film d'action de quota, quoi. Ah bon, après, c'était un film d'action qui coûtait cher, mais c'est comme ce qu'on a aujourd'hui avec les films avec Jason Statham, c'est du même niveau, c'est-à-dire que c'est du film d'action comme ça, parce qu'il faut faire des films d'action. C'était pas un film d'action qui se démarquait particulièrement. Arrête où ma mère va tirer, je l'avais vu. C'était marrant. C'était gênant même. C'est toujours un peu gênant d'ailleurs les gros gabarits d'action dans des comédies. Non, les daubes mainstream. Arnaud, tu te rappelles de Babysitter avec Vin Diesel? Ça c'était daubesque. Autant l'effaceur, bon, c'est du film d'action qui peut se regarder, il n'y a pas de souci. Ça a un peu mal vieilli, surtout au niveau des effets spéciaux. Je crois qu'il y avait des crocodiles en synthèse qui ne font pas très peur aujourd'hui. Arrête où ma mère va tirer, bon, c'est une espèce de comédie concept, parce que je crois que c'est vraiment concept le truc. Hein. Mais en plus, c'est bien plus vieux que l'effaceur. Hein. L'effaceur, c'est quand même un peu récent, je crois. Mi-90, je dirais. Mais alors, par contre, Babysitter, c'est dans les années 2000, avec Vin Diesel qui est un espèce de militaire qui est un babysitter. Ça, c'est vraiment pourri. Alors ça, là, on parle vraiment de daube, hein. Arnaud. Je me rappelle encore de la bande-annonce. Oh la daube. Je me rappelle, il y a Vin Diesel là, qui conduit une voiture comme un fou, parce que bien sûr, Fast and Furious. Et après, il y a la gamine qui sort de la voiture. Terre et elle s'écroule contre le sol du gazon. Et l'autre, bah, c'est bon, on est arrivé. Enfin, oh là là, le machin. Cyril, tu me poses la question, préfères-tu avoir un flashback comme dans Hook ou avec Wendy qui vieillit, ou garder la scène avec la personne qui raconte pour voir ses émotions, comme dans Lincoln ou la bataille avec la bataille aux 1000 canons. Ben, je me rappelle aussi que dans Il faut sauver le soldat Ryan, on a quelques discours, quelques histoires qui nous sont narrées. Alors putain, comment ça s'appelle cette merde? Parce qu'il y a des termes en scénario qui sont là pour justement désigner le discours qui nous est dit mais qui ne nous est pas montré. Le discours métaphasique ou métastase, je sais plus quoi. Enfin, oh là là, j'avais appris ça à un moment avec un Chilien qui m'avait appris des termes de scénario. Mais alors maintenant, je me rappelle plus du tout. Je crois que j'ai plus mes notes. Mais ce sont des termes de scénario précis, hein. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. C'est juste des façons de raconter qui sont différentes. Après, les flashbacks peuvent être méga merdiques, hein. Ça dépend comment tu les arranges, hein. Pour les émotions, je crois que je préférerais avoir le flashback. Après, pour des scènes, par exemple des scènes de bataille, c'est pas mal de le dire de vive voix. D'ailleurs, c'est ce que fait, comme tu le dis, Lincoln dans le film, et aussi le capitaine dans Miller, je crois, je sais plus comment il s'appelle, dans Il faut sauver le soldat Ryan. Il raconte la scène. On est d'accord que tout le monde sait déjà que Stallone est un bon acteur. Mais oui, c'est un bon acteur. Il a pu le montrer dans quelques films. Pas beaucoup de films, mais il a pu le montrer. Par exemple, dans Copland. Moi, j'aime beaucoup Copland. Ce n'est pas du tout la grosse brutasse héroïque. Hein. Le gars, il se prend quand même un coup de fusil à 2 cm de l'oreille à la fin du film, quoi. Je sais même plus s'il est vivant à la fin du film. Enfin, voilà. Bon, Copland, c'est vraiment pas mal. King of Players, pardon. Oui, non, mais après, tu vois, par rapport à Stallone, il suffit d'aller chercher un peu les avis chez les gens et tu te rends compte, en fait, que les gens aiment bien Stallone, les gens connaissent Rocky. Après, ils les ont peut-être pas tous vus, bien sûr, mais les gens connaissent un petit peu quand même. Donc après, c'est juste qu'il a eu... Le Durandal ne s'était pas renseigné, voilà, bon, ça fait un peu d'honneur le leçon, donc c'est vraiment ce qu'il faut éviter, parce qu'après tu peux vite avoir une mauvaise réputation si tu commences à faire le donneur de leçons, ou alors voilà, rester humble, même si tu présentes quelque chose que tout le monde a déjà vu, il faut rester humble, hein, il faut rester modeste, et c'est super difficile parce qu'il faut s'inscrire dans la longue durée et rester un peu comme ça dans la longue durée, enfin je pense. Parce qu'à un moment, tu peux avoir les chevilles qui enflent au fur et à mesure que tu fais des vidéos et que tu as des gens qui s'abonnent à ta chaîne. Alors, tu as l'impression que tu prends de l'importance, que tu prends du galon, et après, tout d'un coup, sans prévenir et sans que tu t'en rendes compte, tu commences à faire les donneurs de leçons. Et à faire, regardez, moi, je vais vous apprendre le cinéma. Je vais vous faire un cours de culture. Et tu l'avais dit, Arnaud, hein, tu l'avais dit lors de ton live, hein, avec une personne que tu connaissais. Hein, donc voilà. À un moment, il faut baisser d'un ton, quoi. On va faire comme la dernière fois, hein, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Je vais essayer de rattraper le chat.
Donc, tant que vous posez des questions, la FAQ, elle ne va pas s'arrêter. Et à un moment, je vous rattraperai, je serai à la fin des commentaires et peut-être là, on arrêtera. Je ferai aussi éventuellement des pauses. Alors, et je ne pense pas qu'il y ait de honte à changer d'avis sur un film. Oh non, mais au contraire, Polo Ciné Musique 42, c'est très important aussi de changer d'avis sur un film. Ça veut dire que tu es ouvert d'esprit, tu es ouvert au changement, tu es ouvert aussi sur ce que tu ressens par rapport à un film. Il y a un film que tu n'as pas trop aimé quand il est sorti au cinéma et au final, tu arrives à regarder le film et ça se passe très bien, quoi. Voilà, hein, parce que tu es aussi au courant de ce qui se passe dans le film. Donc maintenant, tu as du recul par rapport à ce qui se passe. J'ai longtemps trouvé Starship Troopers ridicule avant d'en percer un jour, d'y voir un véritable chef-d'œuvre. Bah, comme beaucoup de monde, hein, les gens, tu récupères des fichiers audio ou des articles parlant de Starship Troopers à l'époque. Les gens n'ont rien compris, les gens trouvaient que c'était trop violent, c'était n'importe quoi, un gloubi-boulga d'effets spéciaux, et maintenant tout le monde dit « Ah oui, mais c'est le chef-d'œuvre, critique sociale et tout ça », enfin voilà, les mecs ils ont retourné leur veste, quoi. Ou alors c'est les critiques du style Mad Movies qui ont fait parler plus d'eux qu'à du cinéma, quoi. Non mais c'est marrant ça. Avec le temps vient la nuance, c'est-à-dire, enfin ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'avec le temps, je serai plus nuancé sur les films que j'ai beaucoup aimés quand j'étais plus petit. Je pense que je ne me trompe pas vraiment à ce niveau-là. Ça veut dire, par exemple, que voilà, j'avais beaucoup regardé Jurassic Park quand j'étais petit. Et bien maintenant, il n'y a pas de souci, je le regarde encore, mais je ne suis pas aveugle des défauts qu'il recèle. Et de la vieillesse qui se profile à l'horizon pour lui, et pour tous les plans qu'ils contiennent. Même si c'est encore de bonne tenue. Tu as vu beaucoup de films, tu continues à en voir, tu es plus exigeant, tu as plus de réflexes, tu as plus de lecture, tu as vu plus de choses, on sait en termes d'écrit de cinéma, enfin en principe, voilà, si tu es intéressé par ça, je veux dire. Et donc il y a des films auxquels tu voues un culte, ben, quand tu as vu d'autres films du même type ou qui utilisent les mêmes effets spéciaux, des choses qui sont mieux faites tout simplement, eh bien tu relativises le succès et l'estime que tu as. Mais tu aimes toujours ces films, il n'y a pas de souci, mais tu fais moins ton fanboy, quoi. Un mec qui est encore fanboy à 50 ans du même film qui n'a pas changé depuis qu'il est petit, je trouve que c'est un peu pathétique, quoi. C'est un peu ridicule. Je dis pas que le mec doit détester son film avec le temps, mais je sais pas, qu'il modère un peu son enthousiasme de gosse, quoi. Vraiment, ou alors c'est que le mec il a rien vu depuis, hein. As-tu déjà eu une mauvaise séance à cause d'un public perturbant? Ben ouais, Batman vs Superman, ça s'arrête là. Aussi un petit peu The Dark Knight Rises parce que les gens ricanaient dans la salle quand il y avait Marion Cotillard. Moi j'étais à fond dans le film et là les gens m'ont fait sortir de la scène et ça je leur en veux. Et pour Batman v Superman c'était pas possible, enfin c'était horrible, quoi. Que ce soit les gens derrière, ah quand est-ce qu'il se termine ce film, ah c'est trop long, hein, ou des gens qui sont en train à côté de moi de lever les bras parce qu'ils voient selon eux, hein, des incohérences scénaristiques ou de comics. Alors là, t'es entre deux feux, tu te dis, mais putain, cassez-vous, quoi. Arrêtez de nous faire chier, quoi. Mais je pouvais pas y aller le matin, donc je suis allé le soir. Après le boulot. Ah oui, je pouvais pas y aller le matin parce que j'avais le boulot. Et donc j'y suis allé le soir, et je regrette pas d'y être allé le soir, hein, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. J'aurais pu attendre le lendemain, faut dire. Bon, c'est pas très grave, hein. J'ai quand même profité des scènes d'action, mais bon, par moments, tu te dis, mais taisez-vous, quoi. Soyez dans le film. Adam, pardon, tu dis, je trouve ça assez triste de voir un gars qui passe de duel au bourgon géant. Eh bien, moi, je suis pas d'accord, Adam. Je suis pas d'accord parce que, en passant de Duel, qui est un film en 4/3, tourné pour la télé, allongé pour le cinéma, avec 2 bagnoles, dans un désert, passer à un film numérique, avec de la performance capture, en cinémascope, avec en plus un acteur qui a eu un Oscar meilleur second rôle pour son film précédent, Le Pont des Espions, je trouve que c'est formidable. Après, ce que je trouve triste, au contraire, c'est que les gens ne l'aient pas suivi pour le bon gros géant. Ça, c'est dommage.
Et je pense que vous avez des témoignages dans mes critiques ou vidéos précédentes. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il allait se foutre là-dedans, Spielberg, avec de la motion capture et une histoire comme ça. Je l'avais dit, hein, je me rappelle, je l'avais dit dans les vidéos. Mais justement, c'est là où on revient à la question de Polo Ciné. Il y a eu un changement d'opinion quand j'ai vu le film, parce que je me suis rendu compte que c'est une très belle histoire, ce qu'il nous a narré. C'est une bonne évolution, parce que c'est quelqu'un qui reste dans son temps, technologiquement parlant. C'est peut-être ce qui peut être le plus redoutable pour les réalisateurs, c'est-à-dire de ne plus suivre la réalisation de son époque. C'est ce qu'il y a de pire, parce qu'après le mec il rattrapera jamais la barre. Or, je trouve que Spielberg continue à faire de très bons films. C'est des films qui sont typés par rapport à... Voilà, Lincoln, ça m'intéresse pas du tout, mais c'était très bien fait. Je suis d'accord avec toi, Arnaud, le 4 tiers a une raison d'être, mais je pense qu'il a pris du 4 tiers parce que c'était la télévision, et je pense qu'il aurait peut-être voulu le faire en cinémascope, mais c'était pas le standard de la télévision. Donc quand il a pu faire du cinémascope, il ne s'est pas gêné de le faire. Et donc pour moi, c'est aussi une évolution dans le style. Je pense que s'il avait pu le faire en cinémascope, il l'aurait fait. Surtout avec les belles étendues, les longues routes. Je pense qu'il aurait fait en cinémascope le film. Cameron est peut-être celui qui a mieux su faire évoluer son cinéma avec la technologie. Moi-même, je dis des conneries. Spielberg ou Ridley Scott, ils savent très très bien gérer les nouvelles technologies. Ils en connaissent le potentiel. Voilà. Même dans un certain sens... George Lucas, c'est quelqu'un qui a beaucoup milité pour le numérique. Pour lui, c'était fabuleux. Et c'est un des premiers à avoir fait des décors, des personnages, des choses assez monstrueuses avec le numérique. Après, le problème, c'est qu'il sait que faire Star Wars, quoi. Et après, George Lucas, c'est quand même un mec qui a fait des effets spéciaux que tout le monde connaît. ILM, c'est le berceau des effets spéciaux des plus grands films, quoi. De grands spectacles. Donc, Lucas, c'est un des plus grands c'est un des plus grands producteurs d'effets spéciaux. Donc alors lui, il a complètement évolué avec sa technologie. Après, au niveau de la narration, c'est pas le meilleur des raconteurs. Ça, je pense que je peux vous le laisser. Mais en termes d'effets spéciaux, c'est vraiment quelqu'un qui proposait des choses incroyables, qui a su travailler dans sa compagnie d'effets spéciaux pour toujours proposer le meilleur. Et aussi bien des départements pour les effets spéciaux physiques sur le tournage et des animatroniques, comme les effets spéciaux en performance capture, comme les effets spéciaux, les créatures par ordinateur, décors et tout ça, et fond vert. Que penses-tu des suites du film Avatar ? J'ai rien vu, donc je peux pas te dire. Je me pose une question par rapport aux suites d'Avatar. Étant donné que le principe de Pandora, c'est de proposer un monde aquatique, la flore est aquatique, alors qu'est-ce que ça va être dans l'océan s'il nous fait des films dans l'océan ? J'ai peur que ce soit éventuellement redondant dans les décors, l'ambiance. Donc voilà, c'est ma petite crainte, mais je suis sûr qu'il va nous raconter encore un truc et on sera encore dedans, même si on se dit mais ça va être de la merde et tout ça, et il nous embarquera dans un machin pas possible. Moi j'étais très méfiant, je critiquais beaucoup Avatar lors de sa sortie, et puis quand je l'ai revu, je me suis dit non mais c'est impossible. Voilà, typiquement, voilà, on revient à la question de ciné-musique. Quand j'avais vu Avatar la première fois, je me suis dit oh là là, mais c'est nul quoi. D'ailleurs je l'avais même pas vu à sa sortie, mais j'avais vu par la suite, je me dis oh c'est pas très bien et tout ça. Et puis au fur et à mesure, voilà, avec le temps passant, je me suis rendu compte que c'était vraiment un super film, que c'était bien raconté, que les effets spéciaux étaient bien, on nous emporte dedans. C'est très classique, mais c'est romancé, c'est romanesque, c'est une belle histoire. C'est franchement une très belle histoire. Et puis quand vous regardez un peu les critiques et des choses comme ça, les textes qui sont dits dessus, tu te rends compte que c'est méga riche comme film, c'est méga riche. Ça va dans tous les sens, enfin il y a plein de façons d'interpréter. Charles, on en a fait des débats, tu te rappelles, c'était super, enfin il y a vraiment, c'est du film riche. Alors espérons que les suites sont aussi riches que le premier. À quand une critique de l'Aurore ou de Soi Kuba ? Je pense que Soi Kuba est plus probable que l'Aurore, parce que l'Aurore pour moi c'était un des films que j'ai dû étudier en terminale. Donc je ne sais même pas comment je pourrais faire une critique du film. Tellement j'ai de la doc dessus, des trucs assez rares en plus.
J'ai de la doc dessus, j'ai analysé des séquences du film. Je saurais même pas par où commencer, tu vois. Enfin, voilà, pour moi, c'est les œuvres monumentales. Je sais même pas quoi faire sur le film. Parce que moi, je voudrais synthétiser, je voudrais tout vous donner. Mais je n'arrive même pas à me dire par où je commence, en fait. Alors que sur Cuba, oui, ça c'est possible. C'est complètement possible. Mais alors, à quand, j'en sais fichtrement rien. D'ailleurs, je tiens à vous signaler, maintenant que tu parles de films un petit peu âgés et de films en noir et blanc, que j'ai enregistré ma critique de Vampire de Carl Theodor Dreyer, qui sortira aussi dans pas longtemps, peut-être dans 2 semaines, je verrai. Donc ça aussi, c'est des films un peu vieux que je voudrais faire sur la chaîne. Et ça viendra quand ça viendra. Le téléchargement illégal va-t-il à terme tuer l'industrie du cinéma? Non, je ne pense pas. T'as qu'à regarder les scores que font certains films en ce moment. Ils sont loin d'être morts. Hein. Très loin d'être morts. Salut, bonjour. Tu as raison, Valérian. On n'arrête pas de dépasser les scores historiques au box-office au cinéma. Les téléchargements ne tuent rien du tout. Ils popularisent les films au contraire. Ça permet aux gens aussi d'être exigeants. Je crois que c'est à ce niveau-là que ça se joue au niveau du téléchargement. Et puis, si les gens n'avaient pas d'argent, ils ne paieraient pas de la 3D. Hein. Les gens vont voir des films en 3D, ce qui coûte encore plus cher. Les gens ont de l'argent à dépenser au cinéma. Donc, et ils le dépensent. C'est ça qui est pire, c'est qu'ils le dépensent. Après, c'est peut-être pas pour voir les bons films ou les films de qualité, mais ils vont au cinéma. Ils consomment beaucoup de cinéma. Alors, il ne faut pas venir dire dis donc, les gens ne vont plus au cinéma. Connerie, ça. Ou le cinéma n'est plus rentable en salle. C'est plutôt ça. Peut-être qu'il y a moins de gens qui vont au cinéma, mais le cinéma est presque plus rentable aujourd'hui en salle. À l'échelle mondiale, il y a toujours des hauts et des bas, mais ça a été toujours le cas. Il faut dire ce qui est. Mais cette année, on a eu des gros pics quand même. On a eu 4 films qui ont dépassé le milliard. 4 ? C'est quand même exceptionnel. En règle générale, que penses-tu du cinéma de Terrence Malick ? Je voudrais bien vous faire une critique ou peut-être une analyse, je ne sais pas, de Knight of Cups parce que j'ai beaucoup aimé le film. Vraiment beaucoup, je pensais pas. Franchement, j'étais à milieu de penser que j'apprécierais le film. Et j'ai vachement kiffé. Et du coup, moi j'attends énormément son suivant qui est Voyage of Time. Je sais pas quand il sort en France, mais dès qu'il sort en France, je fonce le voir et je vous ferai une critique du film. Ça c'est certain parce que c'est typiquement du film d'IMAX. Et j'aime beaucoup les films en IMAX, donc je voudrais voir ces images époustouflantes avec ces très très belles musiques. J'ai beaucoup aimé tout l'instant onirique dans l'espace dans Tree of Life, avec la musique Lacrima que je vous passerai peut-être pendant la pause, qui est magnifique. Enfin, c'est super beau avec l'espace comme ça qui nous est montré en plus en 3D. S'il y avait de la 3D, ça devait être magnifique, c'était splendide. Donc ouais, généralement j'apprécie assez. J'apprécie peut-être mieux maintenant qu'à l'époque. Aurélien Anglas, tu me poses la question des films Disney live, c'est-à-dire des remakes live des films d'animation. Bon, mais ils ont vu que ça marchait, alors ils font ça pour le pognon, ils ont rien à foutre du reste, quoi. Après, il y a toujours des choses qu'on peut trouver dans ces films, mais je veux dire, c'est des films qui sont là pour faire du pognon. Point barre. Donc il faut du pognon. Point barre. Ce serait bête de faire une simple copie, bien sûr, mais des fois c'est grotesque, quand tu vois le Maléfique, le truc je veux dire, le principe prince charmant et tout ça qui change complètement de direction, et en fait c'est Maléfique qui donne un baiser pour qu'elle se réveille. Je me suis dit, mais j'ai jamais vu une aussi grande connerie de toute ma vie où j'ai vu du Disney, quoi. C'est la pire des trahisons, ça. C'est comme si je vous disais qu'à la fin de La Belle et la Bête, il y a Gaston qui tue la bête et qui emballe Belle parce qu'il s'est rendu compte à quel point il avait tort. C'est la même ignominie, c'est la même connerie. Quand j'ai vu ça dans Maléfique, je me suis dit, mais non. Mais genre, oh là 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 là. Mais bon, tu te dis, le film, mais ça va. C'est limite, mais ça va. Et quand tu vois ça, tu dis, ok, d'accord. Bonjour, je vois bien où tu veux en venir, mais là, je te parle même pas d'artistique, je te parle de déformation de conte. Je te parle pas d'ambition artistique, ça n'a rien à voir. Là, je te parle de narration et de sens de conte. Parce que si c'est pour faire un truc aussi différent, ils n'avaient pas qu'à le mettre dans l'univers de La Belle au bois dormant. Je vois bien que tu essaies de faire le petit malinois, là. Mais non, tu te trompes.
Maléfique, je viens de voir ce que c'est. OMG. Bah oui, Chris, tu vois. Disney il recule devant rien. Par contre, la vache, il est un peu en retard sur les questions là. Mais non, mais ça va aller, voyons. Que penses-tu des financements venant de l'État pour le cinéma français? J'en ai déjà parlé dans les FAQ précédents. Là, je vais pas me répéter. Hein. Dans les premières FAQ, j'en ai parlé. Il faudrait tout rénover, faudrait. Ouais, mais après ça casserait le système et on n'aurait plus de raison. Enfin, il y aurait beaucoup de moins d'argent qui circulerait et ce serait peut-être très mauvais pour le cinéma. Si on commence à tout casser, ça risque de sacrément ralentir beaucoup de choses. Tu n'auras vraiment plus que les grosses productions de merde qui feront du fric, qui survivront. Parce que là, on peut encore financer des petits films intéressants sur le côté, qui ont du mal, mais qui sont financés. Mais si on supprime certaines choses, alors là, il va y avoir que les gros trucs pourris qui feront venir les gens. Hein. Alors là, tu pourras dire vraiment que le cinéma français est mort. Prévois-tu de refaire des sagas semaine à thème? Oui, bien sûr, c'est prévu. Mais tu sais, ça me prend, Thomas Robert, ça prend beaucoup de temps à être fait. Parce qu'il faut que toutes les vidéos soient préparées. C'est-à-dire que toutes les vidéos soient sorties avec la miniature, les textes, tout. Et comme ça, je mets tout d'un coup sur la chaîne. Et ça, il faut que, voilà, enfin moi je suis très loin d'avoir terminé. Il faut que je fasse la prochaine qui sortira, je ne sais pas quand, je peux pas vous le dire, parce que je ne sais pas. Ce sera celle de Warcraft qui aurait dû sortir bien avant, mais à un moment j'ai perdu un peu le fil et maintenant ce sera fait au compte-gouttes. Et après il y en aura une autre que je voudrais bien faire sur les films de prison, qui m'intéresserait beaucoup. Les analyses en live, shut up and take my money. Ouais, mais après il faudrait que je choisisse une séquence qui soit pas trop casse-pied pour moi. Par exemple, je pourrais vous faire des vieux films. Ça, c'est possible. Ça, c'est vraiment possible. Des vieux films, des films où ça bouge pas trop, où les mouvements sont relativement simples. Des analyses pendant le visionnage du film, ça c'est difficile parce que tu analyses le temps de la scène. Si tu as tellement de choses à dire et que la scène est déjà partie, ça sert à rien. À ce niveau-là, je vous invite à regarder sur Facebook. C'est un dispositif à faire, mais je vous invite à regarder sur Facebook les lectures de films que je fais avec un copain, avec Valentin Potier. Il se reconnaîtra, mais je pense qu'il ne regarde pas ce live. Avec Valentin Potier, qui est scénariste, qui est estampillé scénariste. Hein. Je ne dis pas il est scénariste comme ça, non, c'est un vrai scénariste. Et on fait la lecture des films du début jusqu'à la fin du générique. C'est-à-dire, on lance le film et on commente. Et lui, il le commente sur le scénario et les personnages. Et moi, je le commente sur la mise en scène. On a fait Twister, on a fait Speed, on a fait Empire's Record, un truc de musique. Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout. On a beaucoup aimé. Et on a fait aussi The Last Action Hero. Et on a fait quoi encore? On en a fait un autre, je ne sais plus lequel c'était. On a fait The Truman Show aussi, qui est sur Facebook. Hein. Vous les avez sur Facebook, ces lectures-là, et ça, ce serait que sur Facebook. Hein. Encore une fois, contenu un peu exclusif. Je fais ce que je peux pour que les gens viennent aussi sur Facebook. Hein. Non, mais alors, le problème, c'est que ce sont juste les commentaires audio qu'on a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le film avec. Il faut regarder presque en même temps que le film, quoi. Donc, c'est un petit peu confus. Anthony, ça se trouve dans les vidéos de la page Cinefiles. C'est-à-dire qu'il y a Cinefiles, il y a les articles, il y a les photos, il y a les vidéos. Ah oui, alors The Truman Show, j'ai une critique de préparer, mais elle va être dans une semaine spéciale show télé, avec par exemple des films comme Showtime, avec Eddie Murphy et Robert De Niro. Et voilà, et Running Man aussi. Je voudrais faire Running Man et aussi d'Abrenkila dédicace, Le Prix du Danger. Tu m'as fait découvrir Le Prix du Danger. Et je pense que je parlerai aussi dans cette semaine spéciale du Prix du Danger. C'est un film français et dont Running Man est un peu une redite, on va dire. Hein. Mais alors, les deux films sont très bien, mais vraiment dans leur catégorie. Hein. Faut pas croire que l'un est plus que l'autre. Non, ils sont vraiment bien, mais dans leurs deux catégories. Ah oui, l'an 20 forever. Hein. Non, mais c'est pas mal, hein, Le Prix du Danger. Non, mais vraiment, là, c'est le truc typique. Faut écouter les gens et ne vous inquiétez pas. Moi, je vois les mecs qui me balancent dans les commentaires des titres de films. Il y en avait un qui m'avait demandé justement, est-ce que tu connais c'était quoi déjà? J'ai déjà oublié. La table tournante de Paul Grimaud. Je ne sais plus dans quel cadre il m'avait posé la question. Il me dit, mais non, je connaissais pas, je regarderai. Et du coup, je l'ai regardé. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans les commentaires, vous me citez des titres de films, je les note. Hein.
Et accessoirement, je les regarde incessamment sous peu, hein, si j'ai le temps, si je les trouve aussi. Donc oui, moi je suis quand même réceptif à voir de nouveaux films. Je ne suis pas du tout fermé à quel que soit le film ou documentaire, hein. Voilà. Instant bière, hein. Non, c'est de l'eau. Si vous voulez savoir, pour faire de la pub, hein, parce que bien sûr, je n'ai pas d'argent, donc il faut financer ce live, c'est de la pub Evian, eau minérale naturelle, avec un espèce de truc suédois en dessous, Nature League, Mineral Water. On fait pas, je devrais pas, on fait plus des séries d'animation qui soient autrement pour les petits. Je veux dire, je pense à ces vieux, hein, Tintin. Je viens avec des vieux trucs ringards, hein, mais Tintin, quoi. Voilà, Tintin, quoi. Ça, c'était pour tout le monde, hein. Et aussi bien les grands et les petits, c'était assez fidèle à la bande dessinée. Voilà, là, vous avez sûrement des titres de dessins, mais qui ne soient pas japonais. C'est ça le truc. Qui soient quand même pour un public qui puisse apprécier ça. Parce que moi, je peux vous citer des trucs pour les petits. C'est des machins. J'ai vu, mais des saisons entières de Dora l'exploratrice pour mon boulot, hein. Des saisons entières de Dora l'exploratrice. Je devais faire les sous-titres. Oui, mais là, non, mais là, on parle de Batman 92. Oui, bien sûr, mais c'est des séries qui sont vieilles. Elles sont bien, hein, bien sûr qu'elles sont bien, mais elles sont vieilles. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Là, d'ailleurs, maintenant que Brad Dabrenkea est parti, mais je lui avais montré un passage ultra hardcore d'un dessin animé qui était passé sur Canal J, mais genre le truc tellement hardcore, c'est genre, imaginez, The Thing, donc de Carpenter, mais en dessin animé. Imaginez seulement ça sur Canal J, à une heure de grande écoute, hein, façon de parler. Et ils avaient mis ça sur Canal J. Le truc est répugnant. Je crois que ça s'appelle Johnny Quest, et j'avais retrouvé, ça s'appelle ADN Doomsday. Je crois qu'en anglais, vous le trouvez, DNA Doomsday. C'est putain de répugnant et ça fait peur tellement c'est dégueulasse. Je crois que c'est Johnny Quest. Je suis pas sûr du titre de la série, mais alors cet épisode-là, c'est un épisode choquant. Si j'étais dans le conseil d'administration de Canal J et que je devais regarder les séries et tout ça, cet épisode-là, il passe pas. Il ne passe pas. Canal J, c'est quand même pour les petits, hein, jusqu'à 12-13 ans, voire même peut-être plus, je ne sais pas, mais en tout cas, à mon époque, moi, j'avais peut-être 10 ans, peut-être moins. Tu vois ça, tu peux être choqué et enfin moi je sais quand j'ai revu les images là, les quelques bouts d'images, enfin c'est choquant quoi. Surtout si vous y attendez pas. Imaginez, bien sûr, là on est endurant. Je pense qu'on est entre des personnes de 14 à plus de 30 ans, hein. Quand vous êtes petit et que vous regardez ces images, ça fait quelque chose, hein. Et c'est pas agréable du tout parce qu'après ça te reste. C'est pas des images qui font peur sur le coup ou qui t'effraient sur le coup, mais les pires, ce sont les images qui te restent dans la mémoire et après tu te balades avec ça, quoi. C'est comme le coup du serpent surprise dans Indiana Jones, c'est le temple maudit. Ah, tu vois ça, tu peux pas, quoi. Et après, tu as un super repas devant toi, genre un bon repas de soir, et tu peux pas le manger parce que tu penses au serpent surprise. Voilà. Et après, tu as ta soirée de foutu parce que tu es petit et que tu es impressionnable. Et même si je regardais le passage maintenant, je sais pas si ça va me faire plaisir, hein. D'ailleurs, c'est juste ça qui m'avait vraiment foutu. Autant la soupe avec les yeux, bon, je trouvais que c'était un peu cheap, quoi. Enfin, bon, c'était répugnant, mais ça allait. Et bon, le truc avec les singes, là, le cervelle de singe, ça, on voyait même pas. Donc, moi, ça m'avait pas choqué. Mais alors, le serpent surprise, alors ça, quand vous parlez de traumatisme et tout ça, alors ça, c'était un de mes traumatismes. Oh là là, le serpent surprise. C'était pas un truc d'horreur, hein. C'est un truc tout con dans un film d'aventure qui est censé être tout public. Bah voilà, bam, le serpent surprise. Ah ouais, voilà, mais il y en a qui traquent là. Il y en a qui traquent les trucs dégueulasses. Non, mais après, ça vous fera peut-être pas quelque chose parce que vous avez vu Hostel 1 et 2 60 fois, mais ça fait mal, quoi. Enfin, pour les petits, ça choque, quoi. Imaginez quand même sur Canal J un truc pareil. C'est ouf, quoi. Je trouve ça ouf. Que les mecs aient l'idée de faire un truc pareil, quoi. Oui, c'est comme Akira. Exactement. Oui, il y a vraiment quelque chose d'Akira dans celui-là. C'est-à-dire d'absorber l'autre pour en faire quelque chose de nouveau. C'est vraiment, c'est dingue, hein, que les mecs aient une idée pareille. Et en plus, c'est pour faire exploser des bombes nucléaires. Enfin, ce scénario de cet épisode est complètement maboule, hein.
C'est ouf, hein. C'est vraiment, franchement, c'est ouf. Et ça, c'est pas japonais, c'est américain, je pense. Ah, mais Kanaji, c'était une super chaîne. Je sais pas si ça marche bien en ce moment, mais waouh, comment je suis passé tellement d'heures à regarder tous les trucs, mais tout ce qui passait. Les aventures de Jackie Chan, ça, c'était une super dessin animé. Les Yu-Gi-Oh, mais tous les gros machins dans les années début 2000, fin 90, j'ai tout regardé. Tout, hein. Oh là là, il y avait des trucs tellement ouf. C'est très différent, mais moi, je suis content d'avoir vécu dans cette période-là et d'avoir vu aussi des machins comme Fais-moi peur, là, ou comment ça s'appelait déjà? Je crois que c'est Faites-moi peur. Avec un générique un peu chelou et voilà, des petits trucs pour les jeunes, genre Skippy là, avec le kangourou et des trucs comme ça, voilà, de voir quelques épisodes par-ci par-là. Il y avait de la création, putain, hein. On en faisait des films, hein. Pas des espèces de trucs maintenant. Je vois quelques programmes des fois sur Nickelodeon. Oh là là, ah, c'est la misère, hein. Je parle là comme un espèce de nostalgique, hein. On ne se refait pas. Je ne peux que m'accrocher à mon passé et essayer de prendre de la distance pour à peu près accepter l'avenir, hein. En plus, bon, maintenant, ça c'est mon passé en télé en tant que spectateur. Maintenant, ça fait des années que je n'ai plus la télé. L'internet est devenu ma nouvelle télé avec les nouvelles séries et les nouveaux présentateurs. Bien sûr, là, c'est quelque chose qui change, mais je suis très content aussi d'avoir été éduqué avec de la télé. Pas beaucoup par rapport à d'autres personnes, je pense, mais avec des petits rituels, c'est-à-dire à 18h, France 3, Batman, le soir, à 19h55, on s'installe pour les Guignols, et le samedi, 20h10, Canal+, les Simpsons, voilà, des petits rituels comme ça. On s'installe devant des petits rituels. Tout comme, et c'est là où je comprends pas les gens qui disent oui, Internet, c'est pas comme la télé. Internet, c'est exactement comme de la télé. Par exemple, le bazar du grenier, mardi soir 20h, vendredi soir 20h, épisode d'aventure avec Crane, avec Seb, Fred et Bob et Maillard. Voilà. Ce sont des émissions fixes, à horaire fixe. Ce sont typiquement des programmes de télé avec des présentateurs qui sont des extensions de présentateurs de télé. Ah, bien sûr, c'est un autre style, mais ça reste la même structure. Voilà. Donc moi, je suis content aussi de retrouver un peu cette idée de programme régulier à des heures précises, tous des trucs de stream, c'est aussi de la télé, ça. On reste dans la même optique. C'est plus live et direct, bien sûr, mais ça reste le même principe. Et je suis très content d'avoir connu avant aussi. Parce que les gens qui connaissent que maintenant, que Internet, je trouve ça dommage. C'est pas mal d'avoir vécu un peu dans les années 90. Enfin, d'avoir vécu, je suis né en fin 80, mais d'avoir été conscient dans les années 90. Je n'ai pas dit qu'il faut le ressasser comme un vieux pépé, mais c'est important de se souvenir de là d'où on vient, culturellement parlant. Je ne cherche pas un public en particulier. Je cherche juste à trouver une forme qui me plaise à moi. Moi, je ne veux pas être un présentateur qui fasse le clown. Je n'aime pas ça et je ne sais pas le faire. À la voix, ça va, mais je peux vous dire que physiquement, là, je suis tout ratatiné dans mon fauteuil. Ça, c'est pas un mec qui peut faire de la présentation, hein. C'est juste que j'essaie de faire la chaîne et le contenu en fonction de qui je suis, de comment je réagis par rapport au cinéma. C'est la meilleure façon d'être fidèle à soi-même, hein. Tu penses quoi du film Hard Corner? Alors, si seulement je connaissais un peu le personnage du Hard Corner de Benzaï, je pourrais peut-être aimer, mais étant donné que je trouve ça un peu pitoyable, hein, avec un mec, je te sors les doigts du cul, avec, oh là là, l'espèce de vieux métalleux raté qui est rétro gaming à fond. Là, c'est clairement que le film n'est pas pour moi, hein. C'est un film de niche, c'est un film pour les fans. Moi, je suis pas fan. Je m'en foutais en fait du film. Je l'ai vu, mais ça m'a passé complètement. Et puis le mec, il avait un peu de budget, il pouvait au moins faire ses plans sur pied de caméra, quoi. Là, c'est tout tremblant à mort, quoi. C'est moche, c'est moche. Alors je sais pas si les gens ont vraiment aimé, s'ils s'entendaient à autre chose, je ne sais pas. Là, je vois Loulou que tu parles des plateformes. Dailymotion est aussi assez cruel avec les droits d'auteur. Mais la différence est que Dailymotion va te supprimer la vidéo, mais absolument pas te dire pourquoi. Donc, c'est encore plus pute que YouTube. Loulou, ça c'est bien que tu me le dises. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur le cinéma, pas à faire encore une chaîne YouTube, mais à faire des vidéos sur le cinéma, il y avait quasi personne sur YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos sur le cinéma
un ou 2 mois avant État critique, c'est-à-dire en avril 2011. Il n'y avait pas le Durandal, il n'y avait pas le Fossoyeur, il n'y avait pas In the Panda. Enfin, si, il y avait sûrement In the Panda, mais il faisait d'autres choses. Il n'y avait pas tous les mecs que vous connaissez aujourd'hui, en fait. Il n'y avait personne. Il y avait 1, 2 gars, il y avait peut-être Michael J qui faisait des trucs. Je suis même pas sûr. Il y avait peut-être 1 ou 2 personnes, mais qui ont peut-être arrêté depuis, et c'est tout. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je n'avais pas l'idée de on va faire une chaîne et tout ça. Non, je faisais des vidéos et après, je me suis dit, ce serait bien que je les partage. Alors, je vais faire un truc YouTube. Mais vraiment, je n'ai pas du tout pensé. On n'était pas en 2011, on n'avait pas commencé un plan de carrière et tout ça, des conneries. Enfin, non, pas du tout. Hein. C'était beaucoup plus bricolage. C'était pas les chaînes avec des super miniatures et tout ça. D'ailleurs, je crois que ça n'existait même pas, les miniatures. Enfin, voilà, c'était très, très hardcore. Hein. Tu te faisais flinguer avec un coup de copyright tout le temps. Alors, je ne sais fichtrement rien si Cinefuzz était déjà là, je crois pas. S'ils étaient là, ils n'étaient pas encore sur YouTube. Et le Daron, la chronique du Daron n'existait pas. Je crois pas non plus. Non, mais vraiment, État critique et moi-même, on a quasiment commencé quasiment en même temps. Je pense que, en fait, la différence est que État critique a pu survivre sur sa chaîne jusqu'à maintenant. Moi, j'ai dû refaire ma chaîne 3 fois. C'est ça la différence. Moi, j'étais trop gourmand. J'ai voulu mettre mes analyses directement, et ça, Arnaud Baudry le sait. Hein, toi aussi, tu as essayé de mettre les analyses directement sur YouTube. Ça fait mal. Moi, je me suis pris des strikes. J'ai dû recommencer ma chaîne plusieurs fois. Et là, depuis, je ne sais plus quand, là, 2012, ma chaîne, elle est stable. J'ai des problèmes, mais... Alors, j'ai des problèmes, oh là là. Non, j'ai des problèmes de copyright, mais c'est stable. Mais j'ai commencé avant, hein. Et avec beaucoup de contenu. Je faisais pas encore les critiques, mais avant, j'avais fait toutes les analyses, l'analyse de Vampire, l'analyse du Masque de Zorro, de Gladiator, de Photo Obsession, ouais, une vingtaine d'analyses déjà. Donc, je suis pas en train de dire que c'est parce que je suis vieux que je vaux mieux que les autres, mais il y avait vraiment, je vois l'évolution de tout ce bazar. Hein. Prendre de la place, prendre de l'importance, se caler sur les envies du public. Et par rapport à ce que moi je faisais, ce qui est toujours de l'analyse, hein, et enfin une espèce de travail pour essayer de rendre compte de quelque chose avec un petit peu de sérieux, je vois que c'est pas du tout ce qui intéresse les gens. Sinon, j'aurais plus d'abonnés, ça se saurait. Et je suis pas du tout dans une tendance à être divertissant, c'est-à-dire à être présent physiquement en tant que présentateur et faire des blagues et faire ma pute en faisant des titres putaclic et des choses comme ça. Je sais ce que je vaux, c'est le plus important, on va dire. Pour clore ce sujet-là, je sais ce que je vaux et j'essaye de continuer en étant fidèle à la réputation qu'on veut bien me donner et ce que j'ai envie de faire. Et de toute façon, ça ne sera que bénéfique pour la suite et ça me permet aussi de voir un peu l'évolution des trucs. Quel est ton ressenti de faire à présent des lives ? Est-ce quelque chose d'instructif pour toi ou simplement un moment de détente ? C'est une bonne question qu'il a posée sur un peu mon retour sur les lives. C'est quelque chose où tu apprends un petit peu à connaître ta communauté. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, moi je les ai déjà vus sur le live, c'est-à-dire que je peux saisir, je me souviens aussi de certaines conversations par rapport à ces personnes. Quand je fais des jeux, il y a des gens qui sont déjà venus. Voilà, moi je me souviens de Maxime, de Yoko, de Bernick qui était là la dernière fois, le petit cinéphile, le ciné 007 que j'ai vu passer, d'Arbrand Killa. Voilà, il y a plein de noms que moi je vois. Je les vois. Cyril aussi, je l'ai déjà vu sur des lives. Donc je vois des noms comme ça, doucement, tu te souviens des gens et c'est déjà plus communautaire. Tu te sens un peu plus... comment dire, c'est petite famille quoi, on va dire. Oui, sur les lives c'est petite famille et en plus quand on n'est pas nombreux sur un live c'est sympathique comme ambiance. Là on est une vingtaine donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne ambiance. Après, quand tu as considéré les lives comme un moment de détente, je ne serais pas certain que de le considérer de cette façon. C'est vrai que c'est quand même un moment où j'ai hâte de parler avec vous, quoi. Même si, bien sûr, si c'est via un chat et moi à la voix, bien sûr, c'est pas le même rapport. Mais je trouve que c'est quand même très sympathique de sentir un peu
le contact avec les autres que plutôt par vidéo interposée et email où tu as la réponse pas instantanément. Là, c'est quand même plus... Ça rassure aussi parce que tu te rends compte vraiment des gens qui viennent te voir et qui viennent poser des questions ou bavarder avec toi. Et ça permet aussi de démystifier, maintenant que j'y pense, la personne qui fait les vidéos. Parce que quelqu'un qui se cache derrière ses vidéos, voilà, qui fait « Ouais, moi je suis drôle, regardez, haha, oh là là, je parle super rapidement, je fais du montage cut et tout ça. » Et en fait, quand tu le rencontres en live, il est tout fatigué, il est tout lent. Ça veut dire qu'il parle vraiment d'une autre façon quand il fait des vidéos. Donc là, ça te permet presque d'être un peu devant la vraie personne. En plus, si elle se montre à la caméra, alors là, c'est encore plus la vraie personne, parce que je pense pas que les gens, quand ils font un live, alors je parle pas des live gaming qui sont des mises en scène claires, hein, mais quand ils font des lives comme ça pour répondre aux gens un petit peu, ils se remettent en scène. Je ne pense pas. Je veux dire, je pense pas que, par exemple, Squeezie fasse des lives de 3 heures où il est toujours... Voilà, je pense pas qu'il fasse ça. Donc, à un moment, il y a juste la tension qui redescend et il est plus lui-même. Il n'est pas dans une représentation. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est d'essayer d'être le moins en représentation possible dans mes critiques, parce que je parle de cinéma comme un malade en vrai, hein, et ceux qui m'ont vu en vrai, ils le savent. En live, bien sûr, c'est sur une plus longue durée, hein, donc 3 heures, il faut que je calme un petit peu ma voix, donc je baisse un peu d'un ton et je parle un petit peu plus lentement. Mais des fois, dans certaines questions, dans certaines réponses, vous l'avez entendu, je peux faire des accélérations. Et du coup, je balbutie des trucs absolument horribles, hein. D'ailleurs, à chaque fois que je termine les lives de FAQ, moi, ça repasse au montage, hein. Il y a peut-être 1 heure, voire 1 heure et demie qui passe à la trappe, hein. Sur chaque FAQ, il y a au moins 1 heure qui est gommée, hein. Parce que soit les questions, c'est des trucs oui, non, j'ai vu, oui, non, bon, ça, on balance. Et des temps de réponse qui ne sont pas bons, des vides, tout simplement. Donc tout ça, tout ça c'est vidé, quoi. Après, moi je voudrais juste avoir une connexion un tout petit peu plus stable et plus conséquente pour pouvoir peut-être inviter des gens en audio. Ça me ferait bien plaisir, mais là c'est un petit peu juste quand même. Donc voilà, je veux pas tenter le diable. Après, ah tiens, ça plante ou je sais pas quoi, ou j'entends les mecs qui sont des robots en face. Alors non, ça m'intéresse pas. Donc je vais être sûr que ce soit correct pour le son, pour après éventuellement vous inviter. Et faire des débats en live, enfin ce serait ouf, quoi. Tu as été voir alors les Chroniques du Désert Rouge. Alors oui, Yoko, je suis allé voir les Chroniques du Désert Rouge. Ce sont des chroniques de qualité. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment de qualité. Les Chroniques du Désert Rouge, c'est comme ils font les Anglais, des vidéos essais sur des films. Et quand je vois d'ailleurs un très très bon film qui est Marie et Max, qui est l'avant-dernière vidéo. Quand on entend aussi le mec parler des films vus en salle, on voit très bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances de cinéma, qui a vu beaucoup de films différents, même peut-être qui a vu plus de films différents que moi, parce qu'on sent, voilà, moi je vais vous faire des trucs sur du documentaire, enfin vraiment on sent que le mec a un potentiel de narration, de parler de cinéma qui est vraiment dingue. Et moi ce qui me gêne beaucoup sur sa chaîne, c'est que c'est bien joli de faire des chroniques comme ça, mais c'est dangereux, hein. C'est dangereux pour les droits d'auteur. Parce que là, c'est joli, mais il les fait à... je veux dire, il peut se faire dégommer la chaîne en moins de 2, hein. Alors, Dieu merci, c'est des films qui sont pas trop connus, mais je trouve ça très très dangereux de sa part, hein. Alors moi, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur son contenu. Il n'y en a pas beaucoup, hein, de vidéos pour l'instant, mais c'est un contenu qui a beaucoup de potentiel. Et je te remercie, du coup, je crois que c'était toi, Yoko, je suis pas certain, mais il se peut que ça soit toi, de m'avoir parlé de cette chaîne que je ne connaissais pas. D'ailleurs, en parlant d'abonnement, vous savez peut-être ce qui se passe en ce moment avec YouTube. YouTube vous désabonne de certaines chaînes. Alors moi, j'y croyais pas trop. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, tiens, YouTube désabonne. En ce qui me concerne, j'ai été, à ma grande surprise, désabonné du JDG et de version originale. Voilà.
Donc c'était 2 chaînes auxquelles j'étais abonné et je me suis retrouvé, ah tiens, je ne suis plus abonné à ces chaînes. Alors pour le JDG, je pense que j'étais encore abonné, mais il est certain que j'étais encore abonné à la version originale, ça c'est certain. Alors voilà, vérifiez vos abonnements, souvenez-vous des gens auxquels vous êtes abonné. Tu traînes sur Twitch, ouais, pour regarder AlphaCast. Quand on veut essayer de s'améliorer à Overwatch, il n'y a rien de tel que regarder AlphaCast. Surtout avec ses dernières émissions pour le solo queue en rank. Sinon, je regarde Maillard, certaines fois, pas souvent. Des fois, Manuel Ferrara, s'il fait un peu autre chose que du League of Legends. Je regarde les émissions de Mr. Cool, bien entendu. Quand elle en fait les pixels de Mary, si elle a des sujets intéressants. Je regarde comment il s'appelle, Burke Black, une espèce de mec qui s'habille en pirate quand il fait ses Twitch, c'est assez marrant. Brochoc, parce que c'est des copains. Quelques chaînes, mais pas beaucoup, hein. C'est plutôt en replay que je les regarde. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Yoko a donné la direction à prendre. Tout soli. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter avec... Écoutez, je vous remercie d'être venu pour ce live bien sympathique. Vous aurez la rediffusion dans quelques jours, dimanche soir peut-être. Écoutez, vous remercie pour vos questions, pour votre présence, votre sympathie. Même si c'est vendredi soir. Je vous souhaite une très bonne nuit. À très bientôt pour la critique de Premier Contact. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut. Bonne soirée tout le monde.